Mesdames et messieurs, merci à vous qui suivez l'information sur Africable Télévision. Voici les titres de ce journal. Le président Dioncounda Traoré s'est adressé encore une fois aux forces armées de sécurité du Mali. Il a présenté ses excuses à la France et à ses frères africains suite aux affrontements survenus hier à Bamako entre des éléments de l'armée malienne. Vous l'entendrez dans ce journal. Départ hier du dernier détachement sénégalais en route pour le Mali, le président Macky Sall galvanise ses troupes et salue l'engagement du Sénégal dans cette guerre contre le mal qui menace toute la sous-région. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. C'est par le Mali que nous commençons cette édition. Le président de la République par intérim, Dioncounda Traoré, s'est adressé encore une fois aux forces armées et de sécurité. Il en appelle les uns et les autres à plus de patriotisme et à se hisser à hauteur de souhait. Nous l'écoutons. Je vous demande d'arrêter définitivement ces affrontements répétés au sein de l'armée malienne qui doit tout faire pour se ressaisir et se hisser à hauteur de mission. Ceux qui nous observent sont perplexes. Ils ne comprennent pas ce qui arrive aux Maliens. Ils ne comprennent pas cette image si négative du peuple malien que certains s'évertuent à leur envoyer. Pour nous-mêmes, pour le Mali et pour eux, je vous exhorte à arrêter ces comportements où la raison est totalement absente et où l'ego, si mauvais conseiller, est seul présent. L'armée malienne a certainement bien d'autres choses à faire que ce à quoi nous avons assisté aujourd'hui. Dès lundi, le Premier ministre recevra les représentants du régiment des commandos parachutistes avec la hiérarchie militaire pour trouver une solution définitive à cette crise. Et j'ose espérer que chacun a pris conscience de la gravité de ce qui s'est passé pour ne pas compromettre davantage l'union sacrée, indispensable pour relever les défis qui sont les nôtres en ces moments difficiles. C'était le président Traoré hier, suite aux événements survenus dans la capitale malienne. Nous restons toujours au Mali, où les troupes françaises continuent leur avancée dans le nord-est du pays. Ils ont pris le contrôle de Tessalit, à l'extrême nord, aux abords de la frontière algérienne. Aéroport de Gao, nous embarquons pour Tessalit, à l'extrême nord du Mali. Dernier bastion djihadiste qui vient de tomber. Nous volons à basse altitude, un vol tactique pour déjouer les tirs de l'ennemi. Après 2 heures de vol, nous arrivons à Tessalit. Un escadron de blindés légers et un escadron d'infanterie, appuyés par des hélicoptères d'attaque, ont investi l'aéroport un peu après 8 heures. L'objectif à court terme, c'est de sécuriser l'aérodrome, qui était ma mission première, de manière à permettre d'éventuels renforts d'arrivée. Pour traverser le massif rocheux et dangereux des Ifoas, les hommes du général Barrera ont été guidés par des militaires maliens. Bravo pour le travail que vous avez fait. Parce que s'il n'y avait pas eu l'armée malienne et s'il n'y avait pas eu les guides maliens, vos camarades et vous, on ne serait jamais arrivé jusqu'ici. Ces guides, des hommes du colonel-major Aggamou. On regarde les étoiles, on connaît les terrains. On va sans boussole, on va comme ça. Une vaste opération de surveillance et de sécurisation de la zone commence. Ce seront les soldats africains qui rentreront dans la ville. Ce col donne accès directement au village de Tessalit et on a exactement le même dispositif sur ce col de l'autre côté. En reprenant l'aéroport de Tessalit et en sécurisant les alentours de la ville, l'armée française permet aux Maliens de pouvoir accéder jusqu'à l'extrême nord de leur territoire. La seconde phase de l'opération consistera maintenant à sécuriser l'intérieur du pays. Bientôt sera mis sur pied un plan d'action pour les manuscrits de Tombouctou. L'initiative est développée par la France et l'UNESCO par la voix de sa directrice générale qui envisage de mobiliser 4 à 5 millions d'euros pour en faire un travail d'évaluation et de reconstruction des manuscrits. Des documents qui ont subi la rage des terroristes dans la cité des 333 Saints.
C'est la directrice générale de l'UNESCO qui l'a annoncé ce matin à Paris. L'UNESCO prépare un plan d'action pour évaluer les dommages causés à Tombouctou par l'occupation islamiste. Selon les premières estimations, il faudra débloquer entre 4 et 5 millions d'euros pour la seule reconstruction des 11 mausolées de la ville rasés par les groupes armés. Nous devons faire une évaluation des dégâts. Nous sommes prêts à envoyer une mission d'experts dès que la situation sera sécurisée là-bas. La plupart des tombeaux de saints sont en fait dans des demeures de grandes familles qui se sont bien gardées pendant les 10 mois d'occupation de la ville de dévoiler leur existence, permettant ainsi leur préservation. Ce sont ces mêmes familles, une trentaine, qui détiennent la majorité des 300 000 manuscrits de Tombouctou, un véritable trésor remontant au XVe et XVIe siècle. Les autorités locales estiment que 2 à 3 000 manuscrits ont été détruits dans l'incendie causé par les islamistes avant leur fuite de la ville. Nous avons collecté suffisamment d'informations. Nous avons les plans et nous disposons de photos de ces manuscrits. Nous devons les restaurer. C'est important pour le Mali et pour le monde entier. La directrice de l'UNESCO a accompagné le président français François Hollande lors de sa visite à Tombouctou la semaine dernière. François Hollande a aussi promis l'aide de la France pour la réhabilitation de ces manuscrits. Il va falloir remplacer le matériel de numérisation pour que la digitalisation qui venait de commencer puisse reprendre. L'autre gros titre de cette édition, un dernier détachement sénégalais en route pour Bamako. Sur place, le président Macky Sall a salué l'engagement du Sénégal. Pour lui, c'est un devoir de protection du territoire national qui commande cette guerre du bien contre le mal qui menace toute la sous-région. Cet hymne national résonne encore dans le cœur de ces vaillants soldats en route vers le Mali. Il résonne également au cœur de Bamako, où les 2 premières vagues attendent leurs compagnons pour entrer de plein pied dans la guerre. L'offensive terroriste demeure sans conteste une menace directe contre le Sénégal. Donc s'engager au Mali, c'est protéger le sanctuaire national. S'engager au Mali, c'est défendre la patrie. Vous êtes attendus sur le théâtre des opérations à cause de l'excellente réputation des militaires sénégalais. Le chef de l'État passe en revue les troupes, un acte symbolique important pour ces soldats, une fierté sans cesse renouvelée au moral d'acier, un chef suprême des armées qui leur tient un discours guerrier à la hauteur d'une mission de guerre. C'est une guerre, mais une guerre juste. Une guerre du bien contre le mal. En lisant sur vos visages resplendissants un total engagement, une parfaite maîtrise de l'art militaire, c'est le fruit d'un entraînement soutenu et d'une rigoureuse discipline. Vous devez réussir. Il n'y a pas d'alternative à la victoire. Un message fort qui laisse apparaître une parfaite maîtrise de la culture militaire du chef suprême des armées. Par ailleurs, le président de la République a eu droit à une séance d'exposition du matériel militaire. C'est l'artillerie lourde qui a été déployée pour éliminer l'ennemi, vaincre le terrorisme et annihiler les risques d'une présence terroriste au Sénégal. Nous restons toujours au Sénégal pour parler du démarrage du premier tribunal spécial pour juger l'ancien président tchadien Hissène Habré. Pas de doute encore pour le procès, mais il devrait commencer après plusieurs mois. On parle même de 15 mois de procédure judiciaire. C'est le premier tribunal panafricain pour juger un Africain. Le tribunal spécial qui doit juger Hissène Habré a commencé son travail aujourd'hui à Dakar. Pas de date fixée pour le procès. Il devrait avoir lieu après plusieurs mois d'instruction. Cela faisait 7 ans que l'Union africaine avait confié au Sénégal le soin de juger Hissène Habré. Dakar y avait mis peu d'empressement. Jusqu'à l'arrivée au pouvoir de Macky Sall, les victimes tchadiennes attendaient ce moment depuis plus de 20 ans.
C'est une immense satisfaction. Les victimes qui se battent avec persévérance et ténacité sont finalement récompensées. Le dictateur tchadien en exil à Dakar est accusé de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et torture. Selon les ONG, 40 000 personnes auraient été tuées sous sa présidence. L'actualité sur un tout autre plan nous conduit en Côte d'Ivoire où le président Alassane Ouattara s'est entretenu avec le président de la commission de l'UEMOA, Cheikh Hadjibou Soumaré. Cette rencontre a été l'occasion de faire le point des activités de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Ce sont des relations hyper excellentes entre l'UEMOA et la Côte d'Ivoire, propos tenus en substance par le président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine à l'issue de l'audience à lui accordée ce vendredi 8 février 2013 par le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Un entretien d'environ 1 heure d'horloge. Le temps nécessaire pour l'hôte du chef de l'État d'évoquer le drame survenu en Côte d'Ivoire en fin d'année à l'occasion des festivités marquant le Nouvel An et de faire le point des activités de l'UEMOA, non sans réaffirmer le soutien de cette institution pour ce qui est de la reconstruction post-crise de la Côte d'Ivoire. J'étais venu surtout pour d'abord les événements douloureux qui s'étaient passés en fin d'année ici, pour présenter mes condoléances et lui dire que la Commission est aux côtés du peuple ivoirien pour ces douloureux événements. Parce que comme vous le savez, nous sommes 8 pays et tout ce qui touche un pays touche tous les autres pays. La deuxième chose, c'était pour lui rendre compte de nos activités depuis un certain temps. Vous savez, monsieur le Président également a eu l'honneur de faire le travail sur le financement de notre économie. Par son expérience, l'ensemble des chefs d'État lui ont manifesté leur soutien et lui ont demandé de travailler sur cette question. Il y a cela quelques semaines, j'étais venu ici pour la signature de 11 conventions avec la Côte d'Ivoire qui portaient sur un montant de plus de 10 milliards. C'est dire simplement que les relations que nous avons avec l'UEMOA sont les relations les plus importantes. Pour Cheikh Hadjibou Soumaré, l'honneur a toujours été immense chaque fois qu'il a l'occasion d'être reçu par le président Alassane Ouattara, et cela depuis qu'il a pris fonction à la tête de la commission de l'UEMOA en janvier 2012, suite à sa nomination à ce poste en décembre 2011. Dans le reste de l'actualité, cette séance de travail entre les chefs de gouvernement ivoiriens et burkinabés, c'était hier à Abidjan. La coopération et l'exploration entre hommes d'affaires des deux pays ont meublé les échanges. Il a également été question de faire le bilan des activités menées entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Une séance de travail de 2 heures ce vendredi s'est élargie aux membres des deux gouvernements ivoiriens et burkinabés. À son arrivée à la primature au plateau, le Premier ministre Luc Adolphe Tiao a eu une rencontre en huis clos avec son homologue ivoirien avant de se rendre en plénière. La coopération entre la Côte d'Ivoire et le pays des hommes intègres ainsi que l'exploration du secteur d'affaires encore vierge entre les deux pays ont meublé les échanges. Nous sommes penchés essentiellement sur la mise en œuvre du traité d'amitié et de coopération. Comme vous le savez, 2 sommets déjà se sont tenus. Le dernier avait donné des indications aux deux gouvernements de travailler, notamment sur des questions relatives à la sécurité, des questions relatives au désenclavement, le chemin de fer, l'autoroute Ouaga, Abidjan et Yamoussoukro. Et également, nous avons profité de l'occasion pour faire un certain nombre de bilan des différentes activités qui se mènent aux différents des deux départements ministériels des deux pays. Et on peut réellement dire aujourd'hui que les choses vont très bien. Daniel Kablan-Duncan a salué cette visite du pays frère et assuré la volonté de l'État de Côte d'Ivoire à œuvrer à un renforcement véritable de la relation d'amitié. Maintenant que la sécurité est rétablie au niveau de la Côte d'Ivoire, il faut renforcer la coopération économique et sociale. Et nous avons eu des dossiers importants qui feront l'objet d'ailleurs du communiqué final. On va assister à un très fort renforcement de la coopération entre nos deux pays. Et je me suis permis donc d'inviter le Premier ministre à bien vouloir donc être au niveau de la sous-région notre hôte spécial pour le forum Investir en Côte d'Ivoire, qui aura lieu donc au mois de novembre.
Actualité hors des frontières africaines avant de refermer cette édition. En Syrie, le régime s'est dit prêt à dialoguer avec ses adversaires, mais sans conditions préalables. Déclaration du ministre syrien de l'information. Pas sûr que celle-ci reçoit un écho parmi les opposants qui réclament le départ de Bachar al-Assad. Des insurgés qui se battent encore dans la capitale, Damas. Voici le périphérique est de Damas filmé ce vendredi. Un no man's land jonché d'épaves et bloqué par des pneus en feu. Depuis plusieurs jours maintenant, les insurgés syriens tentent de contrôler ce secteur et ils progressent, lentement. 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Le centre de Damas n'est qu'à quelques kilomètres. De l'autre côté, c'est Jobar, devenu un fief de l'insurrection. Jobar, pilonné toute la journée de vendredi. Les soldats du régime s'y aventurent peu, par peur des snipers ou des attentats. L'armée tente de reconquérir ces quartiers est et sud désormais aux mains de plusieurs groupes. Et en voici un dont les membres scandent des chants à la gloire du prophète pour se donner du courage. Liwa al-Islam, Jabhat al-Nusra. Ces groupes se radicalisent et cela s'est encore vu dans les nombreuses manifestations qu'a connues le pays ce vendredi. Ici à Taftanaz ou Homs, là à Alep ou Hama, ce sont désormais les drapeaux noirs qui sont en tête de cortège. Des incidents se sont même produits entre islamistes et laïcs à Sakareb dans le nord-ouest. Cet homme qui n'agite pas le bon drapeau est vite rappelé à l'ordre et le slogan « Les Syriens ne font qu'un » est bientôt recouvert par un autre chant « Le peuple veut un califat islamique ». À l'approche du 2e anniversaire du soulèvement, le conflit se radicalise en Syrie. Ce journal est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout passez une excellente journée sur Africable Télévision. Mais restez avec nous pour d'autres informations à partir de 19h45 dans Afrique Soir.